Bon, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Merci à toi, Arnaud. Merci à vous tous d'être ici. Ah oui, ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds en France avec ce truc du Covid, là. C'était une grosse mortification. Mais bon, je suis venu pour 15 jours, là. Et là, aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler un petit peu du leadership vertueux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis parisien, parce que j'ai vécu à Paris 25 ans. Je suis né d'une famille franco-russe géorgien. J'ai des grands-parents qui ont quitté l'Union soviétique pendant la révolution bolchevique, qui sont retrouvés en France, à Paris, qui se sont mariés à Paris. Des gens extraordinaires. J'en parle beaucoup dans mes livres, d'ailleurs, de mes grands-parents, parce qu'ils ont eu une influence sur moi extraordinaire et je sens qu'ils continuent à vivre en moi. Des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont souffert les drames du XXe siècle et qui ont eu beaucoup de choses à nous communiquer, à nous, les petits-enfants. J'ai eu beaucoup de chance de vivre aussi avec mes grands-parents, pas mal de temps, avec chacun d'entre eux. Tout le monde n'a pas cette chance, moi je l'ai eu. Je suis reconnaissant au Seigneur d'avoir eu cette opportunité. Un milieu multiculturel, multireligieux, il y avait des orthodoxes, des catholiques. J'ai été formé à l'école française, j'ai fait des études de droit, où j'ai connu Alex, qui est ici présent dans la salle, un de mes grands amis, mes meilleurs amis. Alex, j'espère que tu vas bien. Et puis ensuite, je suis devenu avocat, quoi. Après les études de droit, on devient avocat, pas toujours, mais moi c'était mon cas. J'ai travaillé ensuite à Strasbourg comme avocat pendant quelques années. Et puis ensuite, je suis parti en Finlande à l'âge de 27 ans. Et j'ai vécu 18 ans en Finlande. Et ces 15 dernières années, j'ai vécu à Moscou. Donc en 2007, à 45 ans, je suis retourné au pays de mes grands-parents. C'était un rêve d'enfance. Et depuis Moscou, je fais depuis 15 ans ce que je fais avec vous aujourd'hui, un peu dans le monde entier. Alors les gens posent souvent la question comment d'avocat tu deviens enseignant en leadership vertueux. J'aime bien raconter cette histoire parce que c'est une histoire finalement très belle. Un jour, un de mes amis m'a demandé de donner un cours sur l'histoire de l'intégration européenne. Moi, je ne suis pas un fan de l'Union européenne, mais je suis un fan des fondateurs, que je trouve qu'ils étaient des gens, pour moi, tout à fait remarquables, même si aujourd'hui on les critique beaucoup pour différentes raisons. Et sur un cours de 40 heures, je parlais énormément des fondateurs, Schuman, De Gasperi, Adenauer, j'en parlais beaucoup à mes étudiants. Et c'était une grande révélation pour moi de voir que mes étudiants, qui étaient pratiquement tous des juristes, ils étaient passionnés par les êtres humains, bien plus que par les lois, les règles de l'Union européenne. Une grande révélation. Enfin, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre que c'est plus intéressant, que les personnes sont plus intéressantes que les choses, bien évidemment. Mais comme j'avais une formation philosophique parallèle à ma formation juridique, je me suis dit, tiens, peut-être que ça c'est un signe de la Providence pour que j'abandonne mon métier d'avocat et que je me dédie à des choses qui sont peut-être plus nécessaires. Les questions que me posaient mes étudiants étaient des questions d'ordre anthropologique. C'était quelle est la différence entre une valeur et une vertu? Parce que dans le monde moderne, on parle beaucoup de valeurs et on parle très peu de vertus. Et moi, je parlais beaucoup de ces forces dynamiques que sont les vertus du caractère, qui étaient des éléments, des forces incroyables qui permettaient à ces personnes de réaliser leurs rêves. Comment on transforme un rêve en mission? Donc comment on rêve? C'est quoi rêver finalement? Et comment on transforme aussi ce rêve en action? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il me posait des questions aussi sur les tempéraments biologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un tempérament biologique? Qu'est-ce qui est inné dans la nature humaine? Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Qu'est-ce qu'on ne doit pas changer? Qu'est-ce que c'est que le caractère? En quoi il se différencie du tempérament? C'est quoi la vertu? Comment on la développe? Donc, ces étudiants me posaient des questions qui, pour moi, étaient des questions fondamentales, anthropologiques, importantes, à tel point que, assez rapidement, je me suis rendu compte que je devrais changer de profession. Et je me suis mis à relire les bons ouvrages sur la formation du caractère, la formation des hommes.
sur le vrai leadership. Et je me suis rendu compte assez rapidement que cette matière s'appellerait le leadership, puisqu'il s'agit... enfin, je ne vous le dis pas tout de suite, parce que je vais vous donner plus tard la définition de leadership telle que je la conçois. Mais dès le départ, j'avais cette vision que ça s'appellerait leadership, et que ça s'appellerait leadership vertueux, parce que je voulais que les choses soient claires. Mon ambition n'était pas du tout de parler de leadership technique, comment on crée des équipes, ça c'est pas mon truc. Mon truc était surtout comment on grandit soi-même et comment on fait grandir les autres. Et j'ai commencé à étudier, je vous raconte un peu le processus, comment est né le leadership vertueux. J'ai commencé à étudier la vie des personnes que je considérais des grands leaders dans l'histoire, dans différents pays, dans différentes sphères, politique, business, sport, vie sociale, science. Et j'avais quand même cette idée au fond du cœur qui est que j'avais toujours entendu parler des 4 vertus cardinales que vous connaissez bien, que les anciens Grecs appelaient les vertus fondamentales, parce que si une de ces vertus manque, tout s'écroule dans ton existence. Vous vous souvenez, la prudence, la sagesse pratique, la capacité de prendre des bonnes décisions, le courage, aussi bien l'audace que l'endurance, la maîtrise de soi, qui est la capacité de diriger ses émotions, d'insuffler dans sa mission dans l'existence toute cette énergie qui nous vient du corps, de notre physiologie, de diriger nos émotions, diriger nos passions. Et puis cette 4e vertu, dont on a tous entendu parler aussi, qui est la vertu de justice, qui est la vertu de communication, la vertu des gens qui savent communiquer avec les autres, de ceux qui savent donner aux autres ce qui leur est dû, et donc qui sont des communicateurs, qui disent la vérité, qui ne mentent pas, qui sont sincères, qui sont simples, qui savent aimer les êtres humains, qui savent pardonner, qui ont un sens de l'amitié, qui sont empathiques. C'est la vertu de communication, c'est la justice. Toutes ces vertus que je viens de mentionner sont enracinées dans la vertu de justice, parce que c'est les vertus qui font de nous des êtres sociaux. Et les Grecs avaient cette vision qu'effectivement, il y a 4 vertus fondamentales, puisque l'être humain, c'est une intelligence pratique, une volonté pure, le courage, une volonté pour diriger les émotions, la maîtrise de soi. Et c'est aussi la justice, donc l'aspect social de la vie. L'être humain n'est pas un individu, c'est une personne, et donc il doit interagir avec les autres s'il veut se développer comme personne. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ces 4 vertus sont fondamentales et qu'elles sont nécessaires à toute personne et pas seulement au leader. Et que si une de ces vertus manque, notre vie devient assez difficile, parce qu'une personne sans jugement pratique ne peut pas prendre de décision. Il doit toujours être dans les bras de maman. Une personne qui n'a pas d'audace, c'est pas beau, quoi. C'est pas très enthousiasmant. Une personne qui n'a pas de persistance, pas d'endurance, ben, il parle beaucoup, il fait des beaux speeches, mais il est incapable de mettre en pratique ce qu'il dit. Une personne qui n'a pas de maîtrise de soi, ben, il ressemble à un animal. Et une personne qui n'est pas juste, ben, c'est un danger public. C'est un danger public. Il ne communique pas avec les autres, il ne vit pas dans la communio. Les autres ne l'intéressent pas. Toute personne a besoin de ces 4 vertus fondamentales pour vivre, pour se développer comme personne et atteindre l'excellence. Mais je me suis dit, il y a un truc bizarre ici. C'est que ces 4 vertus fondamentales, on en parle toujours. Elles ne sont pas suffisantes pour être un véritable leader. Et j'ai eu cette intuition, il manque quelque chose. Il y a beaucoup de livres de leadership basés sur le caractère, où on parle beaucoup de ces 4 vertus fondamentales. Mais je me suis dit, ça, c'est pas le leadership, ça. Je connais beaucoup de gens qui pratiquent ces 4 vertus fondamentales qui ne sont pas des leaders. Pour moi, une intuition me dit, c'est pas du leadership, ça. Ça, c'est des gens qui sont intègres. C'est des gens qui sont bons. C'est des gens qu'on respecte, c'est des gens qui sont des êtres humains, normalement constitués. On les apprécie pour ces vertus de l'intelligence pratique et de la volonté, mais ce n'est pas du leadership. Et donc j'ai dû continuer mon investigation. J'ai continué mon investigation et j'ai réussi finalement, en un an, à identifier les 2 vertus spécifiques du leader, qui sont la magnanimité et l'humilité. La magnanimité en tant que la capacité de rêver, la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Le rêve sur soi-même, le rêve d'excellence pour soi-même, le rêve d'excellence pour les autres, le rêve. Le rêve et l'action. Le rêve conjugué avec l'action, la transformation du rêve en mission. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça, c'est le début du leadership.
Là où il n'y a pas de rêve, là où il n'y a pas de sens de la mission, il n'y a pas de leadership. Il y a seulement de l'intégrité, de l'honnêteté, de la bonté. Et puis en même temps, je me suis rendu compte que le leader, ce n'est pas seulement une personne qui rêve et qui transforme son rêve en mission, mais c'est aussi une personne qui fondamentalement sert les autres êtres humains, qui les fait grandir. Donc le leader, il a une vision de la grandeur pour lui-même et pour les autres, et il veut faire grandir les autres. Il veut les aider à se développer, à devenir excellents et à devenir des leaders eux-mêmes. Et donc je suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur soi-même, la vérité sur eux-mêmes, et qui en même temps sont des gens qui servent les autres. Donc il y a deux aspects dans l'humilité. Il y a l'aspect connaissance de soi, et il y a l'aspect service de l'autre. Une personne humble est une personne qui vit dans la vérité sur elle-même, donc qui se connaît, qui connaît ses défauts, qui connaît ses qualités, et en même temps une personne qui est capable de servir les autres et qui veut servir les autres, et qui rend ce service pratique. Donc le leadership consiste à grandir en faisant grandir les autres. Le leadership consiste à découvrir la grandeur chez les autres et à la multiplier. Je me suis souvenu, en lisant un petit peu l'histoire de la société Michelin, j'ai eu la chance de rencontrer François Michelin il y a une quinzaine d'années, de déjeuner avec lui, et je lui ai demandé qu'il me raconte un petit peu l'histoire de la culture d'entreprise chez Michelin. Et tout de suite, il m'a parlé de son grand-père, Édouard. Pas son fils Édouard, mais son grand-père, qui avait créé Michelin à la fin du XIXe siècle. Et il me répétait toujours cette phrase que son grand-père avait dans la tête: il faut casser la pierre pour découvrir le diamant qui est caché à l'intérieur. Casser la pierre pour découvrir le diamant qui est caché à l'intérieur. Et il m'a raconté l'histoire de cet ingénieur, Marius Mignol, qui était un jeune gars qui n'avait pas terminé les études secondaires, mais qui avait travaillé dans l'imprimerie d'une société pas très loin de chez eux, et qui un jour a découvert qu'il avait une passion pour le pneumatique, et qui est venu à Michelin frapper à la porte en disant: je voudrais travailler pour vous, parce que je suis un fan des pneumatiques. Et le chef du personnel lui a demandé: mais tu as un diplôme, qu'est-ce que tu sais faire? Et Marius a répondu: non, moi j'ai pas de diplôme, j'ai quitté l'école à 15 ans, mais je suis pas un idiot, j'ai travaillé dans l'imprimerie de l'entreprise, je travaille dans l'imprimerie de Michelin, je sais que vous avez une imprimerie parce que vous publiez un journal tous les mois. Et le chef du personnel, c'est un bon gars, il a un bon cœur, il n'a pas l'air con, on l'envoie à l'imprimerie. Il l'avait envoyé à l'imprimerie et 2 jours plus tard, il y a Édouard Michelin, le CEO de l'entreprise, donc le chef d'entreprise, qui apprend qu'il y avait un type, Marius, qu'on envoyait à l'imprimerie parce qu'il n'a pas de diplôme, on ne sait pas quoi faire de lui, mais il était bon. Et il s'est fâché, il est allé voir son chef du personnel et il lui a dit cette phrase superbe, qui est souviens-toi toujours d'une chose, il faut casser la pierre pour découvrir le diamant qui se cache à l'intérieur. Et le chef du personnel était un petit peu sous le choc, et Michelin lui a dit: écoute, envoie Marius au département commercial international, fais-le acheter des produits pour les pneus sur les marchés internationaux, et dans quelques mois, on verra, toi et moi, ce que peut faire ce garçon, et on le mettra au poste qu'il doit occuper en fonction de son talent personnel. Et voilà qu'un jour, Édouard Michelin passe près de la table de Marius, qui est en train de faire ses petits calculs, puisqu'il achetait des produits sur les marchés internationaux, il devait faire des petites conversions. Et il voit que Marius pour faire ses conversions, il avait inventé une petite règle logarithmique très simple. Et Édouard passe à côté de cette table, il voit sur cette table cette règle à calcul, il la prend entre ses mains, il la regarde, et il s'exclame: ce gars-là est un génie. Envoyez-le moi au service de recherche. Ça, c'est la prudence, hein. C'est-à-dire que le gars, il a compris ce que les autres n'ont rien compris. Il a vu en quelques secondes qu'il avait un génie en face de lui. Il faudrait lui demander pourquoi, d'ailleurs. Je pense que personne ne lui a demandé pourquoi ce gars est un génie. Mais lui, il a capté par son intuition que Marius était un génie. Il l'a envoyé au département de la recherche. Et au bout de quelques temps, pour faire l'histoire très courte, Marius, il était avec des ingénieurs de l'école polytechnique qui travaillaient chez Michelin depuis des années et qui, avec leurs courbes, avec leurs mathématiques, avec leur physique, essayaient de comprendre c'est quoi le pneumatique, comment ça fonctionne, pourquoi ça chauffe à haute vitesse et comment on stoppe le processus de réchauffement des pneus à haute vitesse.
Ces ingénieurs, avec leurs courbes et leurs mathématiques, qui n'arrivaient pas à comprendre vraiment ce qu'est un pneu et qu'est-ce qui se passe à haute vitesse. C'était un gros problème commercial à l'époque, puisque les voitures avançaient de plus en plus vite, les moteurs étaient toujours de plus en plus sophistiqués, mais le pneu était toujours le vieux pneu traditionnel, et c'était extrêmement dangereux. Il pouvait exploser à n'importe quel moment. Donc il y avait quand même un besoin de faire une découverte sur ce sujet-là. Et voilà que notre Marius, lui, il n'a pas de mathématiques, il n'a pas de physique, il a une mentalité plutôt de métaphysicien, c'est-à-dire qu'il analyse, il est très concret, il part de la base et il s'élève vers la théorie. Donc down, up, et non pas up, down. Et alors, Marius, avec ses expérimentations et tout ça, finalement, il commence à comprendre ce qu'est le pneu, et c'est lui qui va inventer, on peut dire, le fameux pneu radial, qui va changer complètement la structure de Michelin, qui va faire de Michelin, qui était au niveau 18 au niveau mondial, qui va passer au niveau 1 mondial, qui est aujourd'hui encore le numéro 1 mondial du pneumatique. L'histoire de Michelin, cette histoire-là est extrêmement attirante parce qu'elle te montre deux choses. Une chose, c'est que la première chose, c'est que le leadership, c'est pas être le boss, c'est pas être le patron. Le leadership, c'est fondamentalement faire grandir en faisant grandir les autres. Et que Édouard, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche le diamant à l'intérieur des personnes. Il découvre ce diamant, il aide ces personnes à le multiplier. Un leader est toujours un éducateur, un père, un enseignant. Et que finalement, tous ceux qui veulent être leaders doivent être des éducateurs et des enseignants. D'ailleurs, tous vous savez bien que le mot educare, qui a donné naissance au mot éducation, vient d'un autre mot latin qui est le mot educere. Educere veut dire faire sortir. Que le leader, c'est vraiment une personne qui fait sortir chez les autres ce qu'il y a de meilleur, le talent, les dons naturels qu'ils ont reçus et qui l'aident à le découvrir, ce talent, et à le multiplier. Et c'est ce qu'a fait effectivement Édouard Michelin avec Marius. Marius est une personne qui a vécu avec ses parents pendant de nombreuses années. Mais ses parents n'ont jamais remarqué chez lui quelque chose de spécial. Ils n'ont jamais remarqué que leur fils était un génie. Pourtant, il a vécu 15 ans avec ses parents. Et voilà, après quelques mois chez Michelin, Édouard découvre, et cette personne devient finalement l'ingénieur du pneumatique le plus important du XXe siècle. Une personne qui a pu mettre sa vie au service de l'entreprise, au service de son pays, au service du monde entier. Donc, quand même, c'est assez impressionnant. Alors, tu vois qu'effectivement, Édouard Michelin, c'est bien plus qu'un patron. C'est aussi un père, un enseignant, un coach pour ses employés. Et à travers cet exemple, François Michelin m'a expliqué un petit peu la culture de notre entreprise. Alors, bien sûr, vous me direz, chaque entreprise, à chaque génération, doit se reconstituer. C'est évident, cette mentalité qu'avait Édouard Michelin, elle est peut-être passée dans le cœur de François, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il faut qu'à chaque génération, ceux qui sont les chefs puissent redécouvrir cet esprit. Ce n'est pas parce que le chef a été comme ça que ses successeurs le seront, bien évidemment. Donc là, l'idée qu'on a, c'est que finalement, le leadership, ce n'est pas une fonction, c'est une attitude. C'est la magnanimité et l'humilité, c'est la grandeur et le service. C'est l'éducation, et que finalement, tu as énormément de gens qui n'ont pas des postes de manager ou de chef, mais qui sont des véritables leaders, parce qu'ils sont magnanimes et ils sont humbles, parce que ce sont des gens de grandeur et des gens de service, ce sont des éducateurs pour les gens qu'ils ont à leur charge. Et c'est pour ça que très souvent mes élèves me demandent, Alex, quel est le grand leader de ta vie, celui qui t'a vraiment inspiré le plus? Et je leur réponds toujours, ma mère. Et ils sont sous le choc. Ils sont sous le choc, mais pas longtemps. Ils sont sous le choc quelques secondes, parce qu'ils ont l'habitude d'entendre De Gaulle, Churchill, Gandhi, etc. Et ils entendent autre chose. Ils entendent autre chose, et en même temps, ils peuvent faire le rapport, l'association avec leur propre famille. Et finalement, souvent, ils applaudissent parce qu'ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord que le leadership, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un poste, c'est un mode d'être. Et que tout le monde est appelé au leadership. Si vous et moi, on pense à notre propre existence, on se dit finalement, c'est un idéal de vie que grandir en faisant grandir les autres. La magnanimité et l'humilité, c'est un idéal de vie, c'est extrêmement attirant. Si tu penses aux 4 vertus fondamentales,
Je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il y en a une des quatre qui est pour toi un idéal de vie? Tu réfléchis et tu me diras non. La sagesse pratique, est-ce que c'est un idéal de vie? Non, c'est un attribut très important de la personnalité. Mais ce n'est pas un idéal. Si tu penses le courage, c'est un attribut, c'est une force incroyable qui te permet de prendre des risques et de tenir le cap. Mais ce n'est pas un idéal de vie. Moi, mon but, c'est d'être courageux. Mais connerie, ne me mens pas. Mon but à moi, tu vois, Alex, mon grand idéal, c'est la maîtrise de soi. Je dis, mais arrête, tu rigoles là. Tu rigoles. La maîtrise de soi, c'est une force, mais ce n'est pas un idéal de vie. La justice, vivre justement, donner à chacun son dû, c'est très beau. C'est peut-être des cas de vertu la plus attirante, je dirais, parce que c'est la vertu finale qui suppose la pratique, la sagesse pratique, plus la volonté, puisqu'il faut d'abord savoir ce qu'on doit donner aux autres, et ensuite il faut donner aux autres ce qu'on doit leur donner. Donc il faut de l'intelligence pratique et de la volonté. Donc c'est peut-être la vertu la plus large, la plus universelle des quatre vertus fondamentales. Mais ce n'est pas un idéal de vie. Par contre, grandeur et service, ça c'est des idéaux de vie. Et là tu te rends compte effectivement le leadership c'est un idéal de vie. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à mon deuxième livre qui s'appelle Créer pour la grandeur, le leadership comme idéal de vie. Pourquoi ? Parce que ces vertus spécifiques du leader, qui sont la magnanimité et l'humilité, sont des vertus qui sont fondamentalement enracinées dans le cœur de la personne. C'est-à-dire que toutes les vertus sont enracinées dans le cœur, dans l'intelligence et dans la volonté, c'est clair. Mais il y en a qui sont particulièrement enracinées dans le cœur, c'est l'humilité et la magnanimité. Alors que les quatre vertus fondamentales, elles sont enracinées fondamentalement dans l'intelligence pratique et la volonté. Et c'est pour ça que ces deux vertus, la magnanimité et l'humilité, les vertus spécifiques du leadership, qui sont des vertus du cœur par excellence, ce sont des vertus qui sont un idéal de vie par elles-mêmes. Voilà. Vouloir être grand, vouloir rêver, vouloir faire de sa vie quelque chose d'exceptionnel, vouloir l'excellence, et en même temps vouloir l'excellence pour les autres, pour les personnes que l'on a à sa charge, c'est quelque chose d'idéal, c'est un idéal. Donc l'humilité et la magnanimité, ce sont des vertus du cœur. Tu vois, la magnanimité, c'est une vertu du cœur, l'humilité, c'est une vertu du cœur, et les quatre vertus fondamentales sont des vertus fondamentalement de l'intelligence et de la volonté. Tu vois, je fais des découvertes incroyables. Ça, je ne le savais pas avant. Donc j'ai été obligé de réfléchir énormément et de lire des gros bouquins. Il y a un Français extraordinaire qui a écrit un bouquin qui s'appelle La magnanimité. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, 2000 pages. C'est l'histoire du concept grec de mégalopsychie, donc de grandeur d'âme, qui a donné naissance au mot magnanimitas. C'est Cicéron qui l'a pondu en l'an 44 avant Jésus-Christ, parce qu'il dit les Grecs, ils ont un mot superbe. Et nous, les Latins, on n'a pas de mot si superbe que ça, il faut créer un mot. Il a transformé la mégalopsychie des Grecs en magnanimitas. Donc on a ce mot quand même dans les langues latines, issu du mot magnanimitas, la grandeur d'âme, la magnanimité. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai progressé et j'ai commencé à enseigner un peu tout ça. J'ai commencé à enseigner à Helsinki où j'habitais à l'époque, aux entreprises, à mes étudiants universitaires, à créer des groupes de réflexion, et puis les choses ont avancé assez rapidement, un peu partout dans le monde, les gens commençaient à avoir de l'intérêt pour tout ça. Et mon premier livre est sorti en 2007 aux États-Unis, Leadership vertueux, et il a été traduit assez rapidement, une quinzaine de langues, une vingtaine de langues maintenant, en arabe, en chinois. Ce qui montre bien qu'effectivement on parle de choses qui sont universelles, qui touchent à la nature humaine. Et là, vous voyez, on rentre dans le cœur de la nature humaine. Et c'est des choses importantes aujourd'hui d'en parler. Je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point c'était important de parler de ces choses-là, parce que ce sont des choses qui relèvent de la nature humaine. Et il y a quelques jours, on donnait un séminaire là, avec Anne, qui est là aussi, à KPMG. À KPMG, et à la fin, il y a un gars qui vient et qui me dit « Alexandre, vous ne croyez pas que le concept de nature est quelque chose d'un concept judéo-chrétien, donc religieux ?» il me dit. J'étais sous le choc. Et sous le choc. Je lui dis, tu sais, les anciens Grecs, judéo-christianisme, c'était pas leur truc. Hein. Ils n'avaient pas accès ni à la Bible, ils ne connaissaient pas les Juifs. C'était des contemplatifs. Ils regardaient un petit peu les hommes et les femmes en action et ils en tiraient des conclusions sur ce qu'est la nature humaine.
Et c'est les premiers à avoir parlé de la nature humaine, d'avoir expliqué. Nature humaine, natura, ça veut dire né avec. Tu es né avec des principes de la nature humaine, et l'être humain fonctionne selon certains principes, aussi bien physiques, physiologiques, spirituels. Et s'il viole ces principes, ben, ça marche plus, quoi. La machine ne marche plus. Il s'effondre comme personne humaine. Il était sous le choc, le gars. Moi, j'étais sous le choc, il me pose la question. Et lui, il était sous le choc que ça, c'est pas un concept religieux, la nature. C'est une réalité qui a été décrite depuis 2500 ans par des gens qui réfléchissaient tout simplement un petit peu plus que lui et que moi. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est très très important de parler de la nature, de parler de ces choses-là, parce qu'on vit dans un monde dans lequel de plus en plus, de moins en moins, les gens croient en la nature. L'idéologie, c'est vraiment la haine de la nature. Toute idéologie. Je ne parle pas des idées. Les idées, c'est des choses très belles. Mais l'idéologie va toujours contre la nature. Et c'est pour ça que Solzhenitsyn disait toujours il faut revenir à la nature des choses, il faut dépasser les idéologies et revenir à la nature des choses. Et la nature, le mot nature est un mot très beau qu'il faut vraiment employer constamment. Et donc, en fait, à travers le leadership vertueux, ce que tu fais, c'est que tu rappelles aux êtres humains qu'ils ont des principes, qu'ils fonctionnent selon des principes, et que s'ils vivent selon ces principes, ils peuvent être des personnes excellentes, des personnes extrêmement efficaces aussi au point de vue humain, au point de vue professionnel, au point de vue familial, au point de vue social. Ils peuvent devenir grands, ils peuvent devenir excellents, et ils peuvent servir les autres. Donc, finalement, le leadership était quelque chose qui allait beaucoup plus loin que je ne le pensais. Beaucoup, beaucoup plus loin. Il s'agissait réellement de rétablir la personne humaine, rétablir les principes de nature humaine, les rendre extrêmement attractifs, esthétiques. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait avoir une esthétique particulière dans le leadership vertueux. On ne pouvait pas s'amuser à faire des présentations traditionnelles où le type prend sur Internet une petite photo, la met là, ajoute 2-3 mots et monte ses slides. Je me suis rendu compte que ça, c'était pas pour nous, ça. Nous, il fallait qu'on réfléchisse aussi à l'esthétique, une esthétique qui transmet le bien, qui transmet la vérité et qui la rend attrayante. Donc le leadership devenait quelque chose aussi d'esthétique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes livres, constamment, je suis toujours en train de chercher des artistes. Et à Moscou, là, j'en ai un qui est extraordinaire, c'est un jeune artiste de 26 ans, 27 ans, Kirill, qui est un de mes fans, qui est un de nos étudiants, qui lui fait des aquarelles extraordinaires et qui est en train de faire toutes les aquarelles pour tous les livres. Important, on capte avec les yeux des choses qui sont très élevées, qui sont véridiques, qui sont belles, qui sont bonnes, mais il faut aussi savoir les reproduire dans l'art pour que tout soit au même niveau, quoi. Et la beauté transmet cette vérité. Surtout aujourd'hui, quand tu te rends compte qu'on vit dans un monde de subjectivisme absolu et que tout semble subjectif, on se souvient de cette parole superbe de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». Et les gens se posent souvent la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Mais il a voulu dire tout simplement par là que dans le monde moderne, où on doute de plus en plus de la vérité, parce qu'on est tous tombés dans le subjectivisme et le rationalisme, on doute des mots, on doute de la valeur des mots. Et lui, sa vision, c'était que la beauté transmet le bien et la vérité de manière immédiate. Tu n'as pas besoin de réfléchir. La beauté est intuitive. Et que donc dans un monde où il n'y aura plus de rationalité, qui est le monde d'aujourd'hui, il avait bien prévu qu'on allait vers là, qu'on allait tomber dans ce trou. Il avait vu que la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est la beauté. Parce que la beauté, elle est là. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Elle est là, en face de toi. Et là, tu la captes, et en captant la beauté, tu captes la vérité et le bien qui se cache derrière. Donc, voilà le sens de cette phrase superbe, « La beauté sauvera le monde », d'où l'importance d'éduquer dans l'esthétique les jeunes, parce que là, il n'y a pas de subjectivité dans l'esthétique. Bon, chacun a ses goûts, hein. Ses goûts esthétiques, c'est évident. Mais la beauté, elle est là ou elle n'est pas là. Et si elle est là, elle nous transmet la vérité, elle nous transmet le bien. Donc c'est l'instrument privilégié de la transmission des valeurs éternelles. Et voilà, et j'ai continué à travailler, donc j'ai commencé à enseigner pas mal dans plusieurs pays. Dans le monde entier maintenant, nous avons une quinzaine d'instituts, en Afrique, sur les 5 continents, en Afrique, en Australie, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, dans pas mal d'endroits, en Russie bien sûr, en Chine aussi. Et on se rend compte, on se rend tous compte qu'on est en train de parler de choses qui sont fondamentalement
humaine, c'est la nature humaine. On est en train de montrer la beauté, et la beauté de la nature humaine à travers le leadership vertueux. On est en train de donner envie aux personnes d'être des êtres excellents, et on leur montre le chemin, et on leur montre ce que c'est l'excellence, la beauté de la vertu. J'insiste aussi beaucoup sur une chose importante qui est que la vertu, ce n'est pas seulement la volonté. La vertu, c'est le cœur, l'intelligence et la volonté. Toute vertu, comme je vous ai dit tout à l'heure, est enracinée fondamentalement dans ces trois choses. Et les gens me demandent pourquoi finalement. Ben, tu réfléchis un petit peu et tu te dis d'abord, la vertu, il faut qu'elle soit pour toi une valeur. Et ça, c'est le cœur qui la capte comme valeur. C'est le cœur qui te dit, je veux que la force, je veux que le courage, je veux que la maîtrise de soi, la justice, la prudence, l'humilité, la magnanimité, je veux que ça, ce soit pour moi déjà une valeur. Tu as beaucoup de gens qui disent, non, ça c'est pas pour moi ça. Je ne valorise pas ces choses-là. Je valorise autre chose. Je valorise l'argent, je valorise le plaisir, je valorise la promotion professionnelle, mais ces choses-là, je ne les valorise pas. Avec ces personnes-là, tu ne peux pas aller très loin, parce qu'il n'y a pas un désir de vertu. Donc il faut donner d'abord envie aux gens d'avoir envie de vouloir la vertu pour eux-mêmes. Et donc il faut d'abord travailler sur son cœur. Il faut rendre la vertu attrayante, belle, pour que les personnes qui t'écoutent se rendent compte que c'est ça ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Donc c'est le fruit de la contemplation, c'est ce que fait le cœur de manière intuitive. Il dit oui, je veux ça pour moi, je veux que la vertu soit une valeur. Ensuite, il faut faire travailler leur intelligence pratique, parce que celui qui n'a pas d'intelligence pratique, il peut dire ah oui, moi je veux le courage. Mais très souvent, il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence pratique et au lieu d'être courageux, ils sont présomptueux ou ils font des actes de folie, quoi. Et c'est pas du courage, c'est autre chose. Tu as des gens qui disent moi je veux être juste, ils essayent d'être justes, mais comme il leur manque la prudence, ils ne sont pas justes, ils sont sévères, ils sont durs avec les gens. T'en as qui disent moi je veux la maîtrise de soi et j'ai découvert pour moi la maîtrise de soi, c'est très beau, je fonce. Il n'a pas de prudence pratique, il devient une personne qui a plus de sensibilité, il devient misanthrope. Voilà. On a tous connu des gens qui ont lutté pour avoir une grande maîtrise de soi, qui sont en fait des misanthropes. Mais une misanthropie, c'est pas la maîtrise de soi. Tu vois, puis il y a des gens qui disent la magnanimité, c'est super, Alex. La magnanimité, c'est vraiment le truc dont j'ai besoin. Et après, tu vois, en fait, ils n'ont rien compris à la magnanimité en pratique. Ils comprennent tout en théorie, mais en pratique, ils ne captent pas la magnanimité, ils ne sont pas magnanimes. C'est la folie des grandeurs ou l'orgueil. Puis t'en as d'autres qui disent l'humilité, j'ai tout pigé là. Moi, ce qu'il me faut, c'est l'humilité. Après, tu regardes leur vie, quand en pratique, comment ils mettent ça en pratique, et tu te dis, mais c'est la pusillanimité. Le type, il est pusillanime. Il n'est pas humble. Il ne vit pas dans la vérité sur lui-même. Il est incapable de percevoir ses talents, il ne voit que ses défauts. C'est ce qu'on appelle ça la pusillanimité. Donc, si tu n'as pas une intelligence pratique, s'il manque la prudence, s'il manque cette sagesse pratique, la personne, elle ne peut pas pratiquer la vertu. Donc, il ne faut pas seulement travailler sur le cœur, il faut travailler aussi sur l'intelligence pratique. Il faut forger cette intelligence pratique. On dit que la prudence est la mère de toutes les vertus pour cette raison. C'est une personne qui veut être vertueuse, sans prudence, c'est totalement impossible, parce que dans la vie pratique, elle ne se rend même pas compte. Elle ne comprend rien à ce qu'est la vertu, elle n'arrive pas à saisir la différence entre la vertu et la fausse vertu. Celle qui a l'apparence de vertu, mais qui n'est pas vertu. Et puis la volonté, bien évidemment, parce qu'il faut un training, il faut la pratiquer. Donc il faut poser des actes vertueux tous les jours, plusieurs, pour arriver à développer ces vertus. Et ça, c'est un acte de la volonté. Donc les vertus supposent la pratique, l'éducation du cœur, l'éducation de l'intelligence pratique et l'éducation de la volonté. Donc tu vois, on arrive à un deuxième sujet de leadership qui est cet équilibre qu'il doit y avoir chez les personnes entre le cœur, l'intelligence et la volonté. J'ai beaucoup travaillé sur le cœur, bien évidemment, parce que dans la tradition occidentale, on a perdu un petit peu le sens du cœur dans la mesure où on pensait que les vertus étaient fondamentalement des choses de l'intelligence et des habitus de l'intelligence et de la volonté. Et on a très peu parlé de la nécessité en fait, du cœur. En fait, la vertu, elle est enracinée aussi bien dans le cœur que dans l'intelligence et dans la volonté. Elle est enracinée d'abord dans le cœur avant d'être enracinée dans l'intelligence et la volonté. Donc il a fallu restituer un petit peu le cœur, il a fallu dépasser toute cette doctrine cartésienne, il a fallu relire Pascal, il a fallu méditer Pascal, il a fallu se rendre compte de la grandeur de ce type. Et c'était vraiment génie, malheureusement, ce n'est pas lui qui a gagné la guerre, c'est Descartes qui l'a gagné. Mais Pascal, il faut le remettre à l'honneur, et je pense qu'il sera à l'honneur à l'avenir, bien plus que Descartes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra encore un petit peu de temps.
Mais au moins, moi, dans ma théorie du leadership, j'ai redonné à Pascal un petit peu une importance fondamentale. C'est le cœur tel qu'il était perçu dans la Bible, d'ailleurs. Tel qu'il était perçu dans la Bible. Et je me suis rendu compte aussi qu'effectivement, dans toute cette théorie aristotélicienne sur les vertus, on ne parle pas du cœur. Et qu'au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin ne parle pas non plus du cœur. Il parle de l'amour, c'est évident. Il parle beaucoup de l'amour. On ne peut pas l'accuser de ne pas parler de l'amour, mais il ne parle pas du cœur. Ça n'existe pas, le cœur. Pour eux, pour Thomas, comme pour les anciens Grecs, le cœur, c'est quelque chose de physique et physiologique. C'est de l'ordre du corps et de l'ordre de l'âme, mais ce n'est pas de l'ordre de l'esprit. Dans l'esprit, pour eux, il y a seulement l'intelligence et la volonté qui sont des facultés purement spirituelles. Mais le cœur n'appartient pas à l'ordre spirituel. Et donc, il a fallu que je restitue le cœur dans l'ordre spirituel. Et heureusement, il y a des grands philosophes qui ont parlé de ça, même s'ils ne sont pas très connus et pas très populaires. Mais Augustin a parlé un petit peu de ça. Pascal a parlé beaucoup de ça. Von Hildebrandt a parlé aussi beaucoup de ces choses-là. Jean-Paul II aussi en a parlé énormément. Donc on revient plutôt à une anthropologie qui est un peu plus équilibrée, ou du moins dans laquelle on comprend mieux ce qu'est le rôle du cœur. On n'a plus peur du cœur, on comprend que le cœur n'est pas seulement quelque chose de physique ou de psychique, mais le cœur est aussi une faculté spirituelle de l'être humain. C'est pour ça que c'est quelque chose de compliqué, le cœur, parce que c'est tout à la fois, c'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. Donc on a avancé là-dedans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Cœur libre, pour justement expliquer un petit peu comment le cœur fonctionne main dans la main avec l'intelligence pratique et la volonté, et quels sont les déséquilibres qu'il peut y avoir chez les êtres humains lorsqu'il y a seulement une ou deux de ces facultés qui fonctionnent et la troisième est mise de côté. Qu'est-ce qui se passe lorsque le cœur et l'intelligence sont détruites par la volonté, ou absorbées par la volonté, ou on a le volontariste, on a du Nietzsche, on a tous les idéologues modernes, toutes les idéologies, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est la volonté. Le reste, on s'en fout complètement. Si on met la volonté de côté et le cœur de côté, il y a seulement l'intelligence qui fonctionne, pratique ou théorique, et on obtient des rationalistes, des gens qui sont finalement égocentriques, qui pensent qu'il faut tout réduire à l'intelligence et qui ne peuvent pas s'élever au-dessus d'eux-mêmes et qui sont incapables de recevoir des choses qui sont transcendantes, qui veulent plutôt produire leur propre ego, mais qui sont incapables d'être ouverts à la transcendance. Et des personnes sans aucune intuition, des personnes qui ne croient que les choses qui sont mathématiquement démontrées. Alors qu'en réalité, on se rend bien compte que les choses les plus importantes dans notre existence, c'est des choses qui sont mathématiquement indémontrables. C'est ça la vérité. Et donc une personne qui vit que de démonstrations mathématiques, c'est une personne qui ne va pas très loin dans l'existence, une personne malheureuse, tout simplement. Et puis il y a les sentimentalistes. Donc les sentimentalistes, des gens qui vivent que du cœur, ce que eux appellent le cœur, mais en fait c'est pas du cœur, c'est de la pourriture. Parce qu'un cœur qui n'interagit pas avec l'intelligence, avec la volonté, c'est pas un cœur, c'est de la pourriture, c'est du sentimentalisme à la Rousseau. Et effectivement, il a fallu desséquer un petit peu tout ça et expliquer les différents types de volontaristes, les différents types de sentimentalistes, le rationaliste c'est quoi, et de voir si parmi nous, chacun d'entre nous peut avoir une inclination vers le rationalisme, vers le sentimentalisme ou vers le volontarisme. Et il faut découvrir un petit peu pourquoi. Et comment est-ce qu'on porte remède à ces choses-là? Est-ce qu'il faut que moi je purifie mon cœur, que je parle plus avec mon cœur, que j'écoute plus mon cœur? Ou au contraire, il faudrait que moi je sois plus lancé sur l'intelligence ou plus lancé sur la volonté? Ouais, chacun d'entre nous a ses propres défis et il faut les découvrir. Il faut se connaître soi-même. C'est difficile d'être parfait. Mais cet équilibre, cette harmonie entre le cœur, l'intelligence et la volonté est extrêmement importante. C'est ça ce qui fait l'excellence et c'est ça ce qui permet aussi le développement harmonieux de la vertu. Donc voilà un autre élément, vous voyez, du leadership vertueux. J'ai avancé petit à petit. Ce qui se passe, c'est que dans mon livre, le leadership vertueux, j'ai eu un petit peu toutes ces intuitions, mais après, je me suis rendu compte que peut-être un petit chapitre de leadership vertueux, il faudrait faire un grand livre. Donc très rapidement, après est apparu le leadership vertueux, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un livre sur la grandeur et le service, donc sur la magnanimité et l'humilité, parce que les étudiants posaient plein de questions, ils voulaient savoir, ils voulaient vraiment qu'on dissèque ces deux vertus pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit et comment elles fonctionnent main dans la main. Donc j'ai écrit ce livre, Créé pour la grandeur, dans lequel j'explique seulement comment ces deux vertus fonctionnent et comment elles fonctionnent main dans la main.
Ensuite, j'avais toute une partie sur le cœur, l'intelligence et la volonté, mais c'était seulement quelques pages, synthétiques. Et après, il y a eu plein de questions qui sont venues sur le cœur, les gens ont posé plein de questions, je me suis dit, il faut écrire un livre spécial là-dessus, il faut disséquer ça, il faut avancer, il faut découvrir, il faut faire un livre de 150 pages. Je fais des livres de 150 pages, jamais plus. Le premier livre, il a fait 200 pages, je suis vertueux, puis après je me suis dit, c'est trop, il va falloir diminuer, vous voyez. Et puis, après, je suis arrivé à une idée qui est, finalement, je suis chrétien. Je suis chrétien et toute cette formation anthropologique, une grande partie de cette formation anthropologique, je l'ai reçue du christianisme. Parce que le christianisme ne nous donne pas seulement de la théologie, le christianisme nous donne beaucoup en termes de philosophie, de raisonnement, de culture. Et je me suis dit, ça, il ne faut pas non plus le cacher. Beaucoup de gens m'ont dit, Alex, c'est dommage que dans ton livre, il y ait un dernier chapitre, dans le premier livre, qui est un chapitre sur l'influence de la vie chrétienne sur le leadership. Il me dit, tu pourrais vendre beaucoup plus s'il n'y avait pas le 5e chapitre. Et tout de suite, j'ai réfléchi, je me dis, ouais, c'est vrai. Mais finalement, est-ce que c'est ça ce que je veux, moi? Vendre. Et je me suis rendu compte que non. Ce que je veux, c'est aller au ciel. Et donc dire la vérité et expliquer aux gens la vérité. Et donc j'ai vraiment été content de ce dernier chapitre parce que je suis sincère avec moi-même. Je ne fais pas l'hypocrite, avec le désir de vendre beaucoup de livres et donc de parler un langage qui est pour tout le monde, aussi bien pour des gens qui sont croyants que des gens qui sont non-croyants. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon premier livre, sans être croyant, tu peux arriver pratiquement jusqu'à la fin. Mais le dernier chapitre, là, il est dédié, c'est un chapitre qui concerne fondamentalement les personnes qui croient en Dieu et qui pensent qu'au-delà des vertus humaines, il y a des vertus qu'on appelle des vertus surnaturelles, qui ne sont pas des vertus naturelles, qui sont des vertus surnaturelles, qui sont des vertus qui sont porteuses de la grâce de Dieu, qui sont à la fois l'espérance et la charité, et que ces vertus, elles agissent bien évidemment sur les vertus humaines, puisqu'elles les purifient, elles les transfigurent, elles les élèvent, et donc elles donnent aux leaders une capacité très supérieure de leadership qu'aux personnes qui n'ont pas ces vertus surnaturelles. Et que donc la vie chrétienne a une influence énorme sur la manière dont nous pratiquons les vertus humaines. Donc il fallait aller jusqu'au bout du truc, il fallait aller jusqu'au bout. Il ne fallait pas s'arrêter en disant maintenant ça suffit parce qu'on vit dans un monde où il faut uniquement dialoguer avec des gens qui ne savent rien, avec des gens qui ne sont pas croyants, avec des gens qui n'en ont plus rien à foutre de la religion chrétienne, ou avec des gens qui ont été chrétiens mais qui ne le sont plus. Je suis allé jusqu'au bout, et je crois que là j'ai été sincère avec moi-même, je ne le regrette pas du tout. Je ne le regrette pas. Et puis après, en travaillant un petit peu dans mon livre du leadership, le leadership vertueux, il y avait aussi une petite partie sur les tempéraments biologiques, où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des tempéraments biologiques, il y a les vertus, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont innées, sont les tempéraments, il y a des choses qui sont développées, qu'est le caractère, sont les vertus. Et je me suis dit, là, il faut faire un effort supplémentaire, il faut encore avancer. Et j'ai pondu un nouveau livre qui s'appelle « Du tempérament au caractère ». Un livre qui attire beaucoup les gens, les jeunes surtout, parce que parler de la vertu comme ça, c'est beau, mais quand tu veux parler de la vertu en partant des tempéraments, c'est plus efficace. D'abord parce que tu attires l'attention des gens, parce que surtout les jeunes, ils veulent savoir, tiens, Alex nous parle des tempéraments biologiques, il nous dit qu'il faut qu'on connaisse bien notre tempérament, et que c'est une partie de moi-même, c'est ma biologie, c'est les choses avec lesquelles je suis né, c'est ma nature biologique, physiologique, c'est ma première réaction aux stimuli extérieurs. Il faut que je me connaisse. Et effectivement, j'ai étudié à fond les tempéraments, tels que Hippocrate nous les a présentés, et tels qu'ils ont été aussi, bien sûr, présentés durant ces 2000 années d'histoire de l'humanité. Encore des Grecs. Hippocrate, c'est encore un Grec. Il s'est trompé, Hippocrate, sur les noms qu'il a donnés au tempérament. Les colériques, les gens, ils ont peur. Je ne suis pas colérique, moi. Si, tu es colérique, mais fais attention, le mot colérique ne veut pas dire ce que tu penses. Je ne suis pas flegmatique, mais si tu es flegmatique, mais fais attention, flegmatique, c'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas sanguin, moi, si, tu es sanguin, mais fais attention, ça ne veut pas dire ce que tu penses. Moi, je ne suis pas mélancolique, c'est une maladie. Non, ce n'est pas une maladie, tu es mélancolique, mais fais attention, ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Il avait donné des noms. Hippocrate, il pensait que les tempéraments biologiques étaient liés à des liquides dans le cœur, dans le corps des personnes. Il s'est trompé complètement sur l'origine des tempéraments. Les tempéraments sont fondamentalement quelque chose de génétique, ils ne sont pas liés aux fluides de notre corps. Mais il ne s'est pas trompé sur l'existence de ces tempéraments. Il ne s'est pas du tout trompé. Les Grecs, c'est vraiment des types incroyables.
C'est vraiment des types géniaux et il faut revenir au grec pour comprendre vraiment ce qu'est la nature humaine. Et donc j'ai écrit ce livre du tempérament au caractère où j'explique que, en fait, pour grandir en vertu, il faut d'abord connaître son tempérament parce qu'il faut arriver à identifier la vertu qui est un défi pour toi. Parce qu'une vertu qui est un défi pour moi n'est pas forcément un défi pour toi. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, tu as des inclinations naturelles qui sont différentes. Le colérique, c'est une personne qui est née manager. C'est une personne qui est plein d'énergie. Une personne qui se fixe des objectifs constants et qui veut constamment les atteindre. Une personne qui aime la concurrence, qui aime la compétition, qui aime être le numéro un, qui est un entrepreneur né, qui est un manager né. Et très souvent d'ailleurs des mères de famille qui viennent me voir et qui me disent « Regarde mon fiston, c'est un leader. C'est un leader né. » Et je regarde le fiston et je dis « Ouais, non, c'est un colérique. Ton fils, c'est pas un leader, c'est un colérique. » Ah, c'est quoi la différence ? Et il découvre qu'effectivement, un colérique, c'est pas plus facile pour un colérique que pour un flegmatique que d'être un leader. Parce que le colérique, il va avoir un gros challenge dans son existence, un gros défi pour être un vrai leader. Ce gros défi va être l'humilité. Parce que lui, il a tendance, quand il vous voit, vous, le manager né, l'homme ou la femme d'action qui veut réaliser des objectifs dans l'existence, qui veut vraiment arriver au bout, elle a une tendance à considérer les personnes qu'elle a autour d'elle comme des ressources humaines. Elle vous regarde, vous, et elle ne voit pas des fins en soi. Elle voit des instruments. Et d'ailleurs, on parle dans le business, on parle de human resources, les ressources humaines. Workforce. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que le colérique, s'il n'a pas de caractère, il vous regarde vous et il voit des instruments. À tel point qu'il y a un grand colérique aux États-Unis qui s'appelle Herb Kelleher, qui était le fondateur et le PDG d'une Southwest Airlines. C'est le numéro 1 mondial du low cost, du transport low cost aux États-Unis, dans le monde. Et lui, un jour, il a décidé de... C'est un homme de caractère. C'est un colérique avec un grand caractère et avec des vertus. Et il a dit un jour, il n'y a pas chez nous de ressources humaines. Il y a un département, il y a un People's Department. Il y a un département des personnes. Parce que c'est ça, nos employés, ce sont des personnes. Ce ne sont pas des instruments qu'on utilise pour obtenir des objectifs. Et ça marche, son truc. C'est quand même le numéro 1 mondial du low-cost transportation. Donc le colérique, il n'est pas leader né. Ça n'existe pas, le leader né. Le leadership, c'est une activité morale, indépendante de tempérament. Mais le colérique, lui, il est bon pour fixer des objectifs, il est bon pour atteindre les objectifs, mais très souvent, une fois qu'il a atteint ses objectifs, tu regardes son équipe, ou ses enfants, ou les personnes qu'il a à la charge, et qu'est-ce que tu vois ? Des cadavres. Voilà, tout simplement des cadavres. Il te dira, mais c'est pas important que ce soit des cadavres, puisque je ne suis pas payé pour ça, je ne suis pas payé pour faire vivre les gens, je suis payé pour obtenir des résultats. Et on m'a payé pour obtenir des résultats, le résultat est là. Soyez sincères, les gars. C'est pour ça que vous m'avez payé. C'est le drame des colériques qui n'ont pas de caractère. Ils font du court terme et ils détruisent les personnes qui l'aident à réaliser ses objectifs. Donc tu vois, si toi tu es colérique, tu es né manager, mais tu n'es pas du tout né leader. Il va falloir que tu développes une vertu qu'on appelle l'humilité. L'humilité en tant que service de l'autre. Il va falloir que tu apprennes à voir dans les gens, les personnes qui travaillent avec toi, tes collaborateurs, tes enfants, tes amis. Il va falloir que tu apprennes à voir ces personnes, des êtres humains. Voilà, des fins en soi qu'il faut servir. Il ne faut pas se servir d'eux, il faut les servir. Voilà. Et là, tu crées un leadership extraordinaire. Je connais beaucoup de colériques dans l'entreprise qui sont des gens extraordinaires parce qu'ils sont humbles et ils ont conscience qu'ils ont une tendance à utiliser les gens, mais à partir du moment où ils en ont conscience, ils comprennent. Je ne peux pas utiliser les gens. Les gens sont plus importants que les choses. Ce qui compte, c'est les personnes, comment elles vont se développer, comment elles deviennent des leaders elles-mêmes, comment elles deviennent créatrices, etc. Et que finalement, à long terme, pour une entreprise, c'est ça qui est important. Bien plus que le capital, bien plus que les machines. Ce qui compte, c'est la créativité du personnel. Et effectivement, en pratiquant la responsabilité, le empowerment, l'inclusion, la délégation de pouvoir, toutes ces choses-là, tu apprends à ces personnes le sens de la liberté, tu les aides à expérimenter la liberté, la responsabilité, l'erreur. Et tu fais d'eux des gens extraordinaires. Mais sinon, tu restes dictateur
et tu utilises ces personnes comme on utilise des instruments. Donc c'est très important, tu vois, le colérique, il se rend compte, ah ouais, c'est une grande différence. Hein. Le colérique, c'est pas le leader. Le colérique, c'est le colérique. Et voilà, et pour devenir un leader, il faut qu'il soit vertueux, il faut qu'il pratique une vertu qui est pour lui un grand défi, qui le sera toute sa vie d'ailleurs. Parce que le tempérament, c'est quelque chose qui est inné et qui est toujours avec toi. Voilà, donc il faut se dire, on meurt avec les qualités et les défauts de son tempérament. Voilà, mais on peut compenser les défauts de son tempérament par la pratique de certaines vertus qui sont pour nous un challenge. Donc en fait, on grandit, on monte tous vers le sommet de la pyramide, ou le sommet de la montagne, mais on monte tous par des chemins qui sont différents, et ce qui indique le chemin, c'est ton tempérament biologique. Donc on ne croit pas, on ne va pas tous croître de la même manière. Alors le mélancolique, c'est quoi? Le mélancolique, c'est une personne, l'action, ça ne l'intéresse pas. Biologiquement, je ne suis surtout pas en train de parler de valeur, je dis biologiquement, il n'est pas porté sur l'action, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son truc. Lui, le mélancolique, ce qui l'intéresse, c'est les idées, la beauté, les abstractions, les idéaux, la vérité, la bonté, le bien, le beau, tout ça, c'est quelque chose qui l'attire, l'esthétique. Tous les grands grands artistes, la plupart des grands artistes, ce sont des mélancoliques. Des gens qui sont capables de rompre un status quo dans la société, de produire des idées nouvelles. Ce sont des producteurs, ce sont des gens de la littérature, ce sont des philosophes, ce sont des gens d'idées, des artistes, des musiciens. Parmi ces gens-là, la très très grande majorité, ce sont des mélancoliques. Et une fois que tu découvres que tu es mélancolique, tu te dis, ben, effectivement, je suis comme ça, mais ce n'est pas une maladie, me dit Alex. Je rigole parce qu'il y a des gens qui sont encore convaincus que la mélancolie, c'est une maladie. Alors que la mélancolie, ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament. Et d'ailleurs, les Grecs, les anciens Grecs, pour eux, le tempérament le plus intéressant était le tempérament mélancolique. Ils cherchaient des mélancoliques tout le temps. D'ailleurs, qu'Aristote a écrit d'ailleurs un petit traité là-dessus en disant que le mélancolique, il est mélancolique par nature, pas par maladie. C'était important de le signaler. Et on voyait que les Grecs, ils cherchaient vraiment des mélancoliques, donc des gens qui sont capables de produire des idées nouvelles, de faire des découvertes, ils sont plus contemplatifs qu'actifs. Et la contemplation, c'était vraiment la chose des grands. Et les Grecs, bien plus que l'action. L'action, ça deviendra la grande chose des Romains. Mais chez les Grecs, la grande chose, c'est pas du tout l'action, c'est la contemplation. Quel va être le grand challenge de ces mélancoliques? Eh bien, ça va être effectivement l'audace. Ils ne sont pas audacieux par nature. C'est-à-dire que l'audace leur coûte. Ils ont peur de l'action. Pourquoi? Parce que les idées, elles sont belles dans ton cœur et dans ton intelligence. Et tu te rends compte que dès qu'on va la mettre en pratique, eh bien, elles vont perdre, ces idées vont perdre leur perfection naturelle. Elles sont parfaites dans ton cœur et dans ton intelligence, ces idées. Mais dès que tu les mets en pratique, elles perdent leur perfection. Et le mélancolique, lui, c'est un grand nostalgique, c'est qu'il vit de perfection. Il veut la perfection en toute chose, il est perfectionniste parce que les idées sont parfaites. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est toujours un peu triste? Toujours un peu triste parce que il n'y a rien de parfait dans ce monde. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a que les idées qui sont parfaites. Et les formules mathématiques, donc des abstractions. Mais dans la réalité pratique, il n'y a rien de parfait. Et donc le mélancolique, il est toujours nostalgique, il est toujours en recherche de ce monde de la perfection qu'il ne peut jamais atteindre sur cette terre. Et donc il souffre. Il souffre. Il cherche. Il cherche un autre monde. Et donc il a peur. Il a extrêmement peur de la pratique, il a peur de l'action. Mais alors le mélancolique qui pratique ces choses-là, qui pratique l'action, qui pratique l'audace, devient une personne tout à fait extraordinaire. Pense à un type par exemple comme Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un poète. Il écrit des speeches incroyables. Il prononce des speeches incroyables. I have a dream, j'ai un rêve, vous vous souvenez, c'est le plus grand speech de l'histoire de l'humanité qu'il a. Il est sorti de son cœur, il ne l'a pas écrit. Il est sorti comme ça de son cœur, lors de la manifestation à Washington en 1960. C'est sorti comme ça. Il écrivait des lettres extraordinaires de sa prison à Birmingham, où il était en prison pendant pas mal d'années. C'était un pasteur protestant. C'était vraiment un artiste, en fait. Un prédicateur, un artiste, un homme de lettres, avec une capacité d'écrire et de parler exceptionnelle. Mais il s'est rendu compte un jour qu'il lui manque l'action, c'est pas un homme d'action. Il a fait venir près de lui des types, pas forcément tous très bons d'ailleurs, mais des grands colériques. Et il a appris d'eux l'action. Et il a développé l'action, il est devenu un homme d'audace. Mais il n'est pas né comme ça.
Et personne ne pourrait dire aujourd'hui que ce n'était pas un grand leader. Il a fait des choses tout à fait extraordinaires pour le destin des États-Unis. Et donc, il a développé l'audace et il est devenu tout à fait extraordinaire. Je vous ai parlé avant des colériques. Je parle tout simplement d'un type comme Herb Kelleher, qui était le patron dont je vous ai parlé, de cette société américaine Southwest Airlines. C'était un très grand colérique. Et pourtant, c'était une personne qui a pratiqué l'humilité à très haut niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit on n'a pas de human resource dans notre organisation, il y a des people's department. Et c'est un type qui était vraiment très porté sur le service de ses employés, parce qu'il avait du caractère. Tu vois. Jeanne d'Arc, c'est pareil, c'est une colérique. Quand tu vois sa vie, tu l'analyses à fond, tu vois, elle est colérique. Ses impulsions premières, c'est toujours l'action, l'action, l'action. Mais en même temps, tu te rends compte que c'est une femme extrêmement humble. Les gens me disent, Alex, ouais, mais attends, Jeanne, c'est comme du management, puisqu'elle a fixé un objectif, elle a chassé les Anglais de France, c'était son truc, un objectif, et on l'a atteint. Oui, mais je dis, mais ça, c'est la petite histoire, et c'est pas l'histoire intéressante du point de vue du leadership. L'histoire intéressante du point de vue du leadership, c'est l'humilité de Jeanne, qui fait que Jeanne sert ses soldats, elle sert son pays, elle sert ses personnes, et elle transforme le cœur de millions de personnes par son exemple, par sa générosité, par ses paroles, par ses actes. Elle est transformative. Jeanne, c'est pas l'exécution, c'est la transformation. Elle transforme les personnes. Elle fait de la France un pays qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant Jeanne. Avant Jeanne et après Jeanne, c'est plus la même France. Vous voyez, elle a redonné de l'espoir, elle a inspiré les personnes, elle les a vraiment transformées. Elle a fait grandir les êtres humains. C'est pour ça que c'est un leader bien plus qu'un manager. Bien plus qu'un manager. Tu vois, et c'est une colérique humble. Après, tu as ce qu'on appelle les sanguins. Les sanguins, c'est des personnes qui sont très bons dans la communication. C'est des gens qui aiment aimer les autres, qui aiment qu'on les aime. C'est des personnes qui font des blagues tout le temps, qui vivent dans le présent, seulement dans le présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, c'est le maintenant, c'est la joie de vivre, comme on dit en français. La joie de vivre. On retrouve beaucoup de gens comme ça, d'ailleurs en Afrique, en Italie, en Amérique latine, au Brésil. Des bourrés de sanguins, là. Des bourrés de sanguinisme. C'est des gens de la communication, tu vois. C'est des très bons communicateurs. Ils ont un sens de l'amitié, un sens de la justice, un sens de la communion avec les autres. Et donc, ils sont importants. Ils donnent de la joie de vivre dans nos existences. Et quand il n'y a pas de sanguin autour de nous, on est un petit peu triste. On a toujours besoin d'un sanguin pour être joyeux. Et ils ont aussi des difficultés, les sanguins. Et leur grande difficulté, c'est qu'ils ne sont pas persévérants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le temps. Ils vivent dans le présent. J'ai travaillé beaucoup avec des sanguins, et surtout en Afrique. Alex, c'est vraiment super ton truc de leadership vertueux. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour ce truc-là. Je dis, ah d'accord, c'est super, demain on commence. Demain, je vais le voir, je lui dis, on commence ? On commence quoi ? Il a déjà un autre truc dans la tête, quoi. Il a oublié. Il a oublié parce que c'est plus d'actualité. Tu vois, t'imagines signer des contrats avec ces gens-là, c'est pas facile. Il n'y a pas d'histoire, c'est le moment, c'est le carpe diem. On vit vraiment dans le moment. Et chaque jour, il y a une nouvelle matière pour le carpe diem. Donc le sanguin, la difficulté qu'il a, c'est qu'il vit vraiment dans le présent et que dans le présent, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé. Autant le mélancolique, il vit beaucoup du passé. Le passé le construit énormément, c'est un très grand nostalgique. Il aime bien se rappeler sa vie, se rappeler son origine, il aime beaucoup ça. Autant le colérique, il vit de l'avenir parce qu'il regarde uniquement les objectifs qu'il faut atteindre et tant qu'on ne les a pas atteints, on ne s'arrête pas. Autant le sanguin suit, il y a le présent, il n'y a que le présent. Et donc la grande difficulté pour les sanguins, c'est la persévérance. Toutes les vertus qui sont testées par le temps, pour lui, sont très difficiles à pratiquer. C'est la patience, l'endurance, la persistance, la fidélité. Pour lui, c'est des choses très très difficiles, parce c'est le temps, quoi. Mais les sanguins qui savent ce qu'est le temps, qui ont appris à aimer le temps, qui ont appris à être persévérants, et pas seulement à pondre des idées différentes chaque jour, mais à les entretenir et à vivre de ces idées constamment, sont des gens extraordinaires. Un très grand sanguin, dont vous avez tous entendu parler, c'était Thomas More. Thomas More, c'était un grand sanguin. C'était un homme de communication, c'était un homme qui avait un sens de l'amitié très très développé, mais d'un point de vue purement biologique. D'ailleurs, Erasmus, qui était un ami de Erasme, comme on dit en français, qui était un grand ami de Thomas More, a écrit des choses superbes sur Thomas, justement sur sa capacité naturelle d'amitié et de communication. Il faisait des blagues tout le temps, il avait le sens de l'être humain de manière extrêmement développée, et d'après ses lettres, on voit que c'est quelque chose de plus biologique que spirituel.
Et pourtant, lorsque Henri VIII a fait ce schisme et qu'il a divorcé de sa femme, la première personne qui est allée voir, c'est Thomas, pour lui dire, bah écoute, voilà, t'es d'accord? Et Thomas lui dit, non, je suis pas d'accord. Et Henri lui a dit, bah, il faut que tu sois d'accord. T'as pas le choix. Même si t'es mon ami, il faut que tu sois d'accord. Je n'accepterai pas que tu sois pas d'accord. Et Henri de voir tous les évêques de l'époque, tous les hommes politiques de l'époque, tout le haut service administratif, et tout le monde signe, tout le monde a peur, tout le monde signe, tout le monde, même les grands colériques, tout le monde signe. Tout le monde dit, ok, pas de problème, on fait ce que tu veux. Et il y a un type qui s'appelle Thomas, qui dit, non, moi, au nom de ma conscience, je signe pas, je n'accepte pas. Et le gars, il va être décapité au bout de 15 mois, après 15 mois dans la Tour de Londres, et comme un bon sanguin, au moment de sa décapitation, il fait une blague. Il dit à son bourreau, écoute, coupe-moi la tête en un seul coup, pas en 3 coups, s'il te plaît. Et il lui donne une pièce. Il lui dit, moi, j'ai toujours bien fait mon travail. J'aimerais bien que toi, tu le fasses aussi bien. On imagine difficilement un mélancolique faire ce genre de blague. Le mélancolique, il est en train de planer, là, il est en train de planer, à penser à d'autres choses. Le colérique, il est en train de penser comment il pourra s'échapper, comment il va pouvoir prendre la hache de la main du bourreau et lui couper lui-même la tête. Le sanguin, lui, il fait une blague. Il fait une blague et il meurt avec une blague sur les lèvres. C'est donc vraiment un type qui a vécu le sanguinisme jusqu'au bout, mais qui a été extrêmement persévérant. C'est le seul être persévérant de l'époque, pratiquement le seul, même s'il y en a eu quelques-uns moins connus que lui qui ont aussi résisté. Donc ça existe, et je le dis à tous mes étudiants sanguins, ça existe. Voilà un bon exemple pour toi qu'il faut que tu imites si tu veux devenir un leader vertueux. Puis il y a les flegmatiques. Les flegmatiques, c'est des gens qui sont extrêmement portés sur la science, très rationnels, très paisibles. Ils n'aiment pas les grandes envolées lyriques, les grandes émotions. Eux, ce qu'ils aiment, c'est facts, les faits. Et on aime bien ces gens-là, on en a besoin, parce que quand on a des gros problèmes, surtout les mélancoliques les mélancoliques, qui imaginent plein de trucs qui va leur arriver et tout, ils vont voir un copain flegmatique, et ils racontent leurs trucs, ils disent ouais, tous les problèmes que je vois, c'est la panique, je panique et tout. Le flegmatique te dira écoute, de ces 10 problèmes, il n'y en a qu'un seul qui ait vraiment un sens, le reste c'est purement subjectif, ça n'existe que dans ton imagination. Il y a un qui est vrai, et c'est celui-là que tu dois régler le plus vite possible, parce que c'est le seul qui est basé sur des faits. Le reste, c'est basé uniquement sur des émotions à toi, et ils ne sont pas vrais. Donc on a tous besoin comme de flegmatiques, parce qu'ils nous tranquillisent, ils nous donnent de la paix. C'est des gens de paix, ils sont très paisibles, parce qu'ils sont très près des faits, très près de la réalité. Et ils aiment pas, ils sont pas dans le rêve, ils sont dans les choses concrètes, pratiques. Donc ces gens concrets, scientifiques, une approche donc scientifique et rationnelle de la réalité. Donc ça, c'est leur avantage, ça c'est leur inclination naturelle, paisible. Mais en même temps, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils sont pas inclinés vers la magnanimité, ils sont pas inclinés vers le rêve, ils ont peur du rêve, parce que le rêve, justement, c'est pas mathématique, c'est pas scientifique. Ils ont très peur de toutes ces choses-là. J'ai vécu avec des Finlandais pendant 18 ans. Pratiquement tous les peuples finno-ougriens sont remplis de flegmatiques. Et le rêve, c'est catastrophe, ça, faut pas rêver. Facts, tu vois. Et il y a un moment où c'est quand même une limite, quoi. Parce que si tu rêves pas sur toi-même, tu rêves pas d'excellence humaine, tu rêves pas à faire des choses extraordinaires, les font trembler. Et donc, il n'y a pas de magnanimité possible. Il n'y a pas de magnanimité possible. Le mélancolique, lui, il rêve, mais il a un problème, c'est la mise en pratique du rêve. Le flegmatique, lui, le problème est beaucoup plus profond. C'est qu'il ne rêve pas, il a peur du rêve. Et donc, le flegmatique qui va commencer à rêver, qui va pratiquer la magnanimité, qui va découvrir ce que c'est que la magnanimité, va devenir un être excellent. Il y a un très grand leader flegmatique, moi je vais vous donner 2 exemples. D'abord, j'en ai connu un, personnellement, c'est Jérôme le Jeune. Jérôme, c'était un grand ami à moi. Je l'avais invité en Finlande, il était venu, c'était superbe. Je ne vous raconterai pas l'histoire, c'est trop superbe. Mais je l'ai analysé. Jérôme, c'était un homme de paix, un homme extrêmement tranquille, un grand scientifique. À chaque fois qu'il parlait à la télévision, Jérôme le Jeune, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui avait découvert les causes de la trisomie 21 en 1958. Et qui était engagé bien sûr dans le combat pour la vie, pour démontrer scientifiquement ce qu'est un être humain. Et il disait toujours un être humain. C'est dès le départ, quoi. Dès le départ, dès la conception, l'être humain est un être humain, et s'il n'est pas conçu comme être humain, il ne deviendra jamais un être humain. Là, la reine d'Angleterre, il disait toujours, on n'a jamais été un chimpanzé pendant
pendant 2 semaines. C'est une très belle expression. Si les gens pensent que la reine d'Angleterre avait été un chimpanzé pendant 2 semaines, ils se trompent. Elle n'a jamais été un chimpanzé. Elle a été conçue comme un être humain. Donc il y avait des expressions extraordinaires. Il disait toujours, d'ailleurs, si les évêques me disent, ont des doutes sur ce sujet-là, moi, en tant qu'homme de science, je leur dirais que je devrais sortir de l'Église, parce que la science abhorre l'obscurantisme. Je me souviens, en Finlande, justement, il y avait un homme d'église qui avait des doutes là-dessus. Et Jérôme s'est levé, il a pris la parole, il a dit « Monseigneur, si un jour l'Église nous dit à nous, les hommes de science, qu'un être humain n'est pas un être humain à part entière au moment de sa conception, ben je serai obligé de sortir de l'Église parce que la science abhorre l'obscurantisme. » Vous imaginez ? Phlegmatique qui parle. C'est pas un type qui lève les mains en l'air et qui pousse des cris. C'est des paroles scientifiques prononcées avec une tranquillité absolue et une certitude scientifique. Donc Jérôme, sa mission dans la vie, c'était toujours ça. C'était de crier une vérité scientifique de laquelle découle une vérité morale extrêmement élevée, qui est ce qu'est la vie humaine, la dignité de la personne humaine depuis le début. Mais Jérôme, c'était un grand magnanime. C'est une personne extrêmement scientifique. C'était le plus grand scientifique de son époque en génétique. À 36 ans, il avait déjà la chaire de génétique fondamentale à la Sorbonne. C'était le plus jeune professeur à la Sorbonne de l'époque dans son domaine. On avait créé d'ailleurs cette chaire pour lui. Et Jérôme, bon, à part le fait c'était un saint, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de compromis avec sa conscience, même quand on a commencé à le crucifier dans la presse, quand il a pris tout son argent, quand il ne restait plus rien, plus d'équipe, plus rien, il continuait son travail, il continuait à suivre cette ligne. Mais Jérôme, c'est un grand phlegmatique qui était un être extrêmement magnanime, parce qu'il avait une mission dans l'existence qui était de crier la vérité sur ce qu'est la vie humaine depuis le départ. C'est une mission extraordinaire. Ça, c'est un magnanime, tu vois. Ensuite, dans le business, tu as des personnes qui sont tout à fait flegmatiques. Il y a un type qui s'appelle Darwin Smith, qui a écrit un bouquin qui s'appelle From Good to Great, il y a quelques années, où il raconte un petit peu l'histoire. Jim Collins, il s'appelle le gars. Jim Collins a réécrit l'histoire d'un type qui s'appelle Darwin Smith, qui était pendant 25 ans le PDG de la société Kimberly-Clark, qui fait du papier de haute consommation. Et il était stupéfait par les résultats de cette entreprise, comment elle avait réussi à passer du papier carton au papier de haute consommation, et comment cette entreprise est devenue le numéro 1 mondial sur le marché. Ce gars qui avait vendu 100 années d'histoire corporative, parce qu'il avait vendu toutes les usines qui produisaient du papier carton, pour investir tout cet argent dans le papier de haute consommation, Kleenex, Huggies, tout ça c'est lui, c'est Darwin Smith. Et Jim Collins, il a compris que c'était un type absolument incroyable. Et après avoir énoncé tous les résultats de cette société, il a voulu connaître le gars, il était allé le voir. Et quand il est allé voir Darwin Smith, il était sous le choc. Il était sous le choc parce qu'en face de lui, il y avait un phlegmatique. Bien sûr, il ne dit pas le mot phlegmatique, il dit « je trouve un type extrêmement timide, j'étais sous le choc, j'ai eu du mal à comprendre comment est-ce possible que ce soit ce gars-là qui a obtenu ces résultats et qui a surtout été capable de rompre avec toute une tradition de la société Kimberly-Clark pendant 100 ans. » Et il fallait un être extrêmement magnanime là. Alors, notre ami Jim Collins ne se rendait pas compte qu'effectivement, il est en face de lui, un phlegmatique, mais qui a un caractère magnifique, un caractère excellent, un phlegmatique qui a développé la vertu de magnanimité à très haut niveau. Donc, Darwin Smith est un phlegmatique qui a une magnanimité excellente. Et c'est pour ça quand il a été nommé chef de la société Kimberly-Clark, il a regardé ses employés, il a regardé son management et il a dit « c'est pas possible, vous travaillez tous comme des fonctionnaires. On produit du papier carton, on le vend toujours parce qu'il n'y a pas de concurrent. Et c'est mauvais pour nous parce que d'abord la qualité est mauvaise parce qu'il n'y a pas de concurrent, comme en Union soviétique. Et ensuite parce que vous êtes devenus tous des fonctionnaires. Et moi, j'ai pas envie de devenir comme vous des fonctionnaires et je n'ai pas envie que vous soyez des fonctionnaires. Et donc, si vous voulez, on va tout vendre. » Bon, bien sûr, il a travaillé la prudence. Il a compris que le papier carton, c'était pas forcément à l'avenir, et que le papier de haute consommation, ça pouvait être à l'avenir. Donc, il y a un jugement prudentiel derrière, bien évidemment.
Mais en même temps, il y a une audace incroyable qui le pousse vers la magnanimité et il se dit il faut tout changer parce que vous êtes tous des fonctionnaires et c'est pas beau. C'est pas beau d'être un fonctionnaire et je veux pas devenir comme vous. Et donc, il va pousser les gens à accepter son plan qui consiste à tout vendre tout 100 années d'histoire corporative, tout le papier carton, toutes les usines papier carton, même celles qui sont dans le Wisconsin, dans le headquarters de la compagnie, et d'investir ça dans le papier de haute consommation. Darwin, c'était une personne il rêvait des êtres humains, il rêvait de lui-même, il avait un rêve, c'était un flegmatique de très très haut niveau, pratiquement 100% flegmatique. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde dit, c'est probablement le plus grand leader dans le domaine du business qui a existé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça, c'est très important parce que ça vous montre que il a fallu que j'avance un peu dans ce truc-là pour rendre la vertu pratique. Et les jeunes aiment beaucoup ça parce qu'ils voient quel est leur tempérament, ils découvrent qu'effectivement, ils ont ces inclinations naturelles, ils découvrent qu'effectivement, il y a une vertu challenge dans leur existence et qu'il va falloir la travailler. Et ils la travaillent. Et dans notre institut, on a des coachs qui les aident à voir dans la vie pratique qu'est-ce que ça veut dire pour toi que pratiquer cette vertu, comment tu dois faire, quelles sont les occasions qui se présentent chaque jour pour développer cette vertu, que ce soit l'humilité pour le colérique, que ce soit l'audace pour le mélancolique, que ce soit la persévérance, l'endurance pour le sanguin, ou que ce soit la magnanimité pour le flegmatique. Donc ça rend la science de l'excellence extrêmement concrète. Et puis après, quand tu te situes dans un domaine plus chrétien, tu te rends compte que il y a toute cette grande théorie qui est que, c'est plus qu'une théorie, qui fait que ce que je vous ai dit au départ, les vertus surnaturelles s'appuient sur les vertus humaines. C'est-à-dire que le problème qu'on rencontre chez bien des gens, c'est qu'ils essaient d'avoir une vie de piété, ils essaient d'être pieux, et ils pensent que la piété peut remplacer l'absence de vertus humaines. Et c'est un drame, ça. Il y en a beaucoup de gens chrétiens comme ça. Alex, on n'a pas besoin de ton leadership pour des chrétiens. Ça, c'est pour les autres. Vous voyez l'horreur. Et il y a beaucoup de gens comme ça. On est pieux, nous. On prie, ça suffit. Fréquente les sacrements, confession, eucharistie. Mais il faut qu'un effort pour pratiquer les vertus humaines. Elles ne sont pas attractives pour elles. Elles pensent que ce n'est pas nécessaire, que Dieu va faire tout le travail. Et effectivement, la vertu humaine comparée à la vertu surnaturelle, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, s'il n'y a pas cette goutte d'eau, il n'y a pas d'océan. C'est ça la réalité des choses. C'est vrai que c'est une goutte d'eau comparée à ce que Dieu peut faire dans l'homme, mais s'il n'y a pas cette goutte d'eau, il n'y a pas. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de vertu surnaturelle. Et cette goutte d'eau, il faut que chacun d'entre nous la produise. Et cette goutte d'eau, je dis, c'est le leadership vertueux. C'est la vertu que tu dois développer. Voilà, et pas de manière théorique, mais de manière pratique, à travers le leadership vertueux. Et tu verras que si tu as une vie de piété qui s'accumule à tout ça, tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour toi. Tu deviens un être humain excellent, non seulement au point de vue aristotélicien du terme, mais aussi au point de vue chrétien du terme. C'est-à-dire que tu peux devenir même un saint. Et quand tu vois toutes ces grandes personnes qui ont été des chrétiens dont je vous ai parlé, que ce soit Thomas More, que ce soit Jeanne d'Arc, que ce soit Jérôme, le jeune, tu te rends compte que ce sont des personnes qui ont bien sûr vécu de piété. Mais tu vois en même temps qu'il y a une base humaine incroyable chez ces gens, à tel point qu'ils sont extrêmement attractifs pour des gens qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Les gens qui n'ont rien à voir avec le christianisme remarquent chez ces personnes une beauté naturelle, une beauté extraordinaire. C'est la beauté de la vertu. Et donc, il y a une tendance, si tu veux, chez certains chrétiens qu'on appelle le piétisme ou le spiritualisme, qui est de dire ça suffit, la grâce, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc ton truc, Alex, c'est bien, mais ce n'est pas pour les chrétiens. Et puis il y a une autre tendance, qui est la tendance séculariste, ceux qui disent ouais, nous on se contente des vertus humaines, on n'a pas besoin du reste. Mais là, je leur dis aussi, si, tu as quand même besoin du reste, parce que tu ne te sauves pas par tes vertus. Tu deviens seulement meilleur par tes vertus. Bien sûr, si tu es un homme vertueux ou une femme vertueuse, il sera plus facile pour toi de découvrir la vérité transcendantale. Tu auras plus envie de cette vérité. Alors qu'une personne qui ne pratique absolument pas les vertus, souvent n'a pas envie de cette vérité, parce qu'elle est trop lourde à porter. Quand tu n'as pas les vertus humaines, c'est lourd à porter, le christianisme. Mais quand tu as les vertus humaines, tu as une tendance naturelle à vouloir aller plus haut, à vouloir aller plus loin.
Et là, tu découvres ce que le christianisme peut t'apporter en termes de purification de ses vertus, en termes d'élévation de ses vertus, en termes de transfiguration de ses vertus. Il peut donner un sens à ta vie qui est surnaturel, qui est extraordinaire, qui est éternel. Et donc, tu peux t'élever bien au-dessus de tout ce qu'Aristote a pu écrire. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tomber dans l'un ou dans l'autre, quoi. Il faut que tout soit là. Le cœur, l'intelligence, la volonté, le tempérament, le caractère, la nature, la grâce. Il faut tout. Il faut que tout soit là. Et le leadership vertueux, vous vous rendez compte à ce point-là, c'est une réponse anthropologique. La crise mondiale actuelle est une crise d'anthropologie. C'est une crise anthropologique. On s'en rend tous compte, hein, de plus en plus. Moi, ça fait 3 ans que je ne suis pas venu en France. Je suis de plus en plus là, je suis vraiment sous le choc. Là, je suis le choc là. C'est vraiment l'idéologie au pouvoir, là, à tous les niveaux. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. En réalité, ça vient très très vite. Je ne sais pas ce qui va se passer de l'Europe dans 5-6 ans. On a tous peur. On a tous peur. Et ça veut dire qu'il faut vraiment parler de l'homme. Il faut parler de la nature humaine, il faut parler des principes de la nature humaine, il faut parler du caractère, vertu, cœur. Il faut reparler de l'homme. Et reparler bien, et avec de la substance. Et je pense que cette éducation, justement, pour les jeunes, est extrêmement importante. Ça leur donne un sens de l'orientation. Sinon, ils sont perdus. Ils n'ont pas de réponse, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc dans le monde moderne, je pense que finalement, providentiellement, le leadership vertueux est arrivé à un bon moment. Bon, il y a plein de gens qui font un peu ça, mais de différentes manières, avec d'autres noms, d'autres approches, d'autres visions. Je ne suis pas le seul à, bien sûr, faire tout ça, mais je pense que la force du leadership vertueux, c'est de toucher à tous les aspects de la personnalité humaine, et de montrer que c'est beau d'être un leader, et que c'est une obligation morale d'être un leader, parce que grandir en faisant grandir les autres, c'est vraiment très important. Et il y a un dernier sujet que j'aimerais parler beaucoup avec vous, c'est le sujet de la magnanimité et l'humilité, comment elles vont main dans la main. Parce que la magnanimité, c'est quand même la grandeur, c'est le désir de grandeur, c'est le sens de la dignité personnelle, c'est le sens du rêve, c'est le désir de transformer ce rêve en mission. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, parmi les chrétiens, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'humilité. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, le mot humilité revient une centaine de fois. Et le mot magnanimité, il est écrit seulement une fois. Donc la magnanimité, tu vois, c'est pas un truc courant, c'est pas quelque chose, la magnanimitas de Cicéron, la mégalopsychia des Grecs, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Thomas d'Aquin a beaucoup écrit là-dessus, mais le catéchisme, il en parle pratiquement pas. Et là, tu peux te demander pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de cette magnanimité dans les ambiances chrétiennes. Ils se sont dit, ah ouais, mais attends, ça peut tomber, tu peux tomber facilement dans l'orgueil. Tu vois, magnanimité, grandeur d'âme, tout ça. Non, les mecs, il faut avoir les pieds sur terre, quoi. On est des pécheurs. Tu vois, on est des pécheurs. Et donc, on a eu peur de la magnanimité, on n'en a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de l'humilité, et malheureusement, la plupart des jeunes, ils ont entendu beaucoup le mot humilité, 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 et beaucoup sont tombés dans la pusillanimité. Parce que l'humilité sans la magnanimité, c'est-à-dire sans la vérité sur tes talents, sur ta mission dans l'existence, sans cette capacité de parler de tes talents, de faire une investigation sur tes talents, de les analyser et de les multiplier, et d'en parler naturellement avec les autres, avec quelqu'un qui peut t'aider à les multiplier, et ben tu peux pas avancer. Tu deviens pusillanime. Au lieu d'être humble, tu es pusillanime. D'ailleurs, il y a plein d'auteurs qui disent que finalement, quand tu es humble, tu n'as pas besoin de modestie. La modestie, c'est pour les gens qui sont orgueilleux, pour qu'ils restent à leur place, pour qu'ils ne nous emmerdent pas. Alors que l'humilité, c'est une vertu tellement énorme, elle dépasse complètement la modestie, elle est au-dessus de la modestie, et la modestie n'existe plus quand tu es humble. L'humilité, c'est la vérité sur toi-même. Donc c'est la vérité sur tes talents, c'est la vérité sur tes faiblesses. Et donc une personne humble, c'est une personne qui voit parfaitement ses talents et ses faiblesses, et qui peut parler de ses talents avec le même naturel avec lequel elle parle de ses faiblesses. Voilà. Mais malheureusement, les ambiances chrétiennes, très souvent, on voit des gens qui sont capables de parler de leurs faiblesses, beaucoup, mais qui ne sont pas beaucoup capables de parler de leurs talents. Très souvent, ils ont même peur de faire des recherches sur leurs talents, sur leurs capacités. Et ils ont peur de dire « Ah, ça, je le fais bien. Ça, c'est mon truc. Ça, c'est moi, ça, tu vois. » Alors, mes étudiants me demandent souvent, mais alors, comment on fait la différence entre la magnanimité et l'humilité? Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans la magnanimité et qu'on n'est pas tombé dans l'orgueil? Eh bien, je leur dis toujours cette chose. 1, tu dois avoir conscience de ton talent. Tu dois réfléchir sur ton talent. Tu dois demander aux autres du feedback sur les choses que tu fais bien.
pour être sûr que ça, c'est vraiment ton talent et c'est la chose que tu dois multiplier parce que c'est ton talent. Et que tu vas servir l'humanité avec ce talent, pas avec tes faiblesses, avec ce talent. 2. N'oublie jamais que ce talent, c'est un don que tu as reçu. Ça, c'est l'humilité. À partir du moment où tu commences à oublier que c'est un don que tu as reçu et tu penses que ce talent, c'est le fruit de ton travail personnel. En réalité, les talents, bien sûr, avec notre travail personnel, on les multiplie, on les corrige, on les rend plus gros, on les rend plus beaux, plus magnifiques. Mais la source de ce talent, l'origine de ce talent, c'est pas toi. C'est un don qui t'a été fait. Et donc, si toi, tu as conscience que ce talent, c'est un don qui t'a été fait, t'inquiète pas. Tu vis la magnanimité et l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la vérité sur l'origine de ce talent que tu as. Donc, tu dois vivre dans la vérité. J'ai ce talent, c'est une vérité. Je l'ai, je le comprends, je le multiplie, j'en parle. Mais en même temps, je suis conscient que ce talent, il m'a été donné. C'est un don de la nature, c'est un don de Dieu, si je suis croyant. Mais il m'a été donné, il vient de l'extérieur. Ce n'est pas moi qui l'ai produit. Je ne fais que l'agrandir, je ne fais que l'embellir, le multiplier. Mais il ne vient pas de moi. Ce n'est pas le fruit de mon invention, ce n'est pas le fruit de mon travail, ce n'est pas le fruit de ma créativité. C'est un don qui vient de l'extérieur qui m'a été donné. Une personne qui vit comme ça, elle doit être tranquille. Elle doit être tranquille. Dans ta vie, il y a de l'humilité, il y a de la magnanimité. Les deux sont là, main dans la main. Tu vois, et finalement, tu regardes un peu la société moderne et tu vois, il y a très peu de catholiques qui ont vraiment des positions très importantes et influentes dans la société, dans le monde. Très peu. Et tu te dis pourquoi? Alors il y en a qui disent qu'ils ont des théories complotistes, je ne suis pas contre les théories complotistes, c'est des théories comme les autres, mais qui te disent, ouais, on a été chassés. On nous a chassés de la vie publique, on nous a chassés de la politique, on nous a chassés du business. Et donc on s'est réfugiés dans d'autres trucs, quoi. Et en réalité, tu regardes les choses en face, tu dis non, on n'a pas chassé. Bien des chrétiens se sont retirés de ces activités, parce qu'ils ont pensé que ces activités ne sont pas sanctifiables, ces activités ne sont pas bonnes en soi, ou dans ces activités on ne peut pas se réaliser. La finance, c'est l'horreur, il ne faut pas être dans la finance quand on est un chrétien. Et donc, pense-t-il, et donc, ben voilà, on a créé des générations entières de pusillanimes, mais qui s'appellent humbles, qui se disent humbles, mais qui sont des pusillanimes. Moi, j'ai un de mes amis américain qui travaille à Hollywood, un protestant. Je l'ai rencontré à Moscou un jour, et il me dit, je lui raconte qu'est-ce qui s'est passé à Hollywood pour que ça termine si mal. Et il m'a dit, ah ben ils sont tous partis, les chrétiens. Ils n'ont pas été chassés, ils se sont auto-châtrés. Ils ont eu peur, et ils sont partis, ils ont pensé que ce n'était pas une atmosphère pour eux, ce n'était pas un endroit qu'on pouvait sanctifier. Et lui, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Comment travailler à Hollywood sans perdre son âme ». 2000 pages. C'est extraordinaire. Il va lui démontrer que non, on peut travailler à Hollywood sans perdre son âme. Il faut être fort, quoi. Mais on peut. Il faut y rester là, les gars. Il ne faut pas s'en aller. On a laissé tout ça, tout ce domaine de la culture, et une culture qui est extrêmement influente entre les mains des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous, au nom d'une humilité mal comprise. Tu vois. Et donc, ça c'est très important. Ça, c'est mon deuxième livre, Créé pour la grandeur, dans lequel je parle beaucoup de ces choses, et je pense que c'est extrêmement important. Hein. Surtout quand tu vois que dans le catéchisme, je sais que c'est une très belle œuvre, le catéchisme, je suis vraiment très reconnaissant que surtout aujourd'hui, dans la crise dans laquelle on vit, qui est ce catéchisme, c'est un point de repère extraordinaire. Il faut être très reconnaissant à Jean-Paul II, qui est cette chose-là. Mais tu vois, il y a des trucs qui choquent un peu, quoi. Quand tu analyses un petit peu tout ça, tu vois, ça choque un peu. Magnanimité, une fois. Humilité, 200 fois. Vous voyez? Donc ça fait réfléchir un petit peu, et on comprend un petit peu le contexte, on voit un peu ce qui s'est passé. Et il faut créer une génération de jeunes chrétiens qui soient fondamentalement magnanimes, et qui n'aient pas peur du mot magnanime, qui soient enthousiasmés par le mot magnanime. Tu vois? Même s'ils prononcent ça magnanimité. Moi, j'aime bien dire magnanimité. Ça va être plus fort que magnanime. Dans magnanime, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le prononcer. Aux États-Unis, par exemple, le mot anglais, c'est magnanimity. Et je me souviens que très souvent, je faisais des conférences sur la magnanimity aux États-Unis. Et un général, un jour, qui vient vers moi et qui me dit, Alex, ce truc de la magnanimity, c'est vraiment très beau. Et puis, il y en a un autre qui vient et qui me dit, un admiral qui me dit, le magnétisme. Ils n'arrivent pas à prononcer le mot, c'est pas possible. Un Américain ne peut pas prononcer le mot magnanimity, impossible.
Il y a trop de I ou de G, là. Et ça veut bien dire qu'ils n'ont jamais entendu ce mot. Ils savent que c'est un mot à eux, mais ils n'arrivent même pas à le prononcer. Ce qui montre bien qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce truc-là. Bien qu'il y a beaucoup de gens magnanimes aux États-Unis, hein. Il n'y en a pas moins qu'en France. Mais le mot en lui-même est imprononçable. Donc ça révèle pas mal de choses. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, c'est que le leadership vertueux, c'est une science, c'est un système qui a pour objectif finalement de crier la vérité sur l'homme et de rendre cette vérité extrêmement attractive pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour les gens qui sont flegmatiques comme pour les gens qui sont colériques, pour les mélancoliques, pour tout le monde. Et que l'idée, c'est d'arriver à découvrir sur le point de départ de son existence pour grandir et d'être réaliste sur les choses qui nous sont données par la nature, par le tempérament, par la biologie, et de rêver des choses qu'on peut développer par le caractère, par la pratique des vertus. Et que donc c'est une science qui s'adresse aussi bien aux gens dans l'éducation, aux personnes dans le business, dans l'armée. J'ai bien sûr travaillé beaucoup avec certaines armées dans le monde entier, avec des top management de très nombreuses corporations, avec des parents, avec des jeunes. J'ai même formé une fois à Saint-Jean-de-Passy, je me souviens, une formation pour des garçons et des filles de 16 ans. Ils comprenaient parfaitement le truc. À partir, si tu es bien éduqué, si tu as un minimum de formation, à partir de 16 ans, tu peux parfaitement comprendre de quoi il s'agit. Avant, c'est un peu plus difficile. Avant, il faut adapter le système, il faut mettre plein d'exemples, il faut montrer des films, etc. Mais à partir de 16 ans, si la personne a une ambiance familiale, culturelle assez élevée, tu peux présenter la chose de la même manière que tu le présentes à un adulte. Parce que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir de parler de ces choses-là. J'ai écrit 7 livres. Chaque 2 ans, je produis un livre. Et finalement, je me rends compte que tous ces livres se mélangent. Ces livres constituent une unité. Et que finalement, le noyau de tous ces livres, la source de tous ces livres, on la trouve dans mon premier livre, du leadership vertueux. Mais que tous ces autres livres, ils sont là pour expliciter, donner plus de détails, plus d'explications sur ces notions qui sont développées, que j'ai développées il y a une vingtaine d'années, dans le leadership vertueux. Merci à vous, j'espère qu'il y aura un petit peu de questions et je serai vraiment content d'y répondre.